Bonsoir mes amis. Ce soir, on poursuit notre voyage à travers la littérature classique russe. Un voyage où chaque œuvre, chaque personnage nous tend un miroir, comme je le dis souvent dans mes vidéos consacrées à ces livres. Un miroir pour mieux comprendre le monde, bien sûr, mais surtout pour mieux nous comprendre nous-mêmes. C'est ça au fond qui m'a donné envie de me lancer dans cette série. L'idée que, par le biais de ces grandes œuvres, on peut apprendre sur notre propre vie. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous donneront l'envie, à votre tour, de découvrir cette littérature. Je pense qu'on peut en sortir grandi, comme je l'ai moi-même été il y a quelques années en la lisant pour la première fois. Ce soir, on va se concentrer sur un roman singulier, un roman culte et fascinant de la littérature russe, Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. Un texte où le diable marche dans Moscou, où une femme pactise avec les ténèbres au nom de l'amour, et où un écrivain, blessé par le rejet de son œuvre, s'efface du monde. Un roman où tout peut sembler irréel ou surprenant, et où pourtant tout peut nous parler. Il faut savoir que Le Maître et Marguerite a été écrit dans la clandestinité et censuré pendant des décennies. Mais Le Maître et Marguerite continue encore aujourd'hui de troubler et d'éclairer. C'est un roman qui mêle le fantastique au réel, qui mêle la satire à la poésie, et qui mêle le sacré au mystère. Et sous la surface de ces scènes étranges, le roman interroge ce qu'il y a de plus intime en nous. Nos peurs, nos désirs et notre quête de sens. On commencera par situer brièvement l'auteur, Mikhaïl Bulgakov, et le contexte historique dans lequel le roman a été écrit. Puis on reviendra en détail sur la scène d'ouverture du livre, avant de poser les trois grands fils narratifs du roman, et de comprendre comment ils s'entretiennent mutuellement. On verra aussi comment l'hôpital psychiatrique, qui est un lieu central dans ce roman, devient un miroir inversé de la société. Quand je dis que, dans ce roman, l'hôpital psychiatrique est un miroir inversé de la société, je veux dire par là que les personnages qui se retrouvent internés ne sont pas fous au départ. Ils sont simplement ceux qui ont vu quelque chose qui ne devait pas être vu, quelque chose de dérangeant, de vrai. Et donc, dans ce roman, c'est la société elle-même qui rejette la lucidité. C'est la société elle-même qui rejette tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories et lois rationnelles. Pour finir, on se focalisera sur l'analyse psychologique des personnages principaux, sans divulgacher le récit bien évidemment. On verra que chaque personnage incarne une tension profonde, une blessure ou une quête. Et on verra que chacun d'eux, à sa manière, nous ressemble. Mikhaïl Bulgakov est né en 1891 à Kiev. Médecin de formation, il devient écrivain après avoir quitté la médecine. Et il s'impose rapidement comme l'un des auteurs les plus originaux de la Russie soviétique. Et il est surtout à contre-courant de son époque et du pouvoir en place. Il faut savoir que Bulgakov écrit sous le régime stalinien, à une époque où la liberté d'expression est restreinte. Et il choisit de ne pas se conformer à la ligne officielle attendue des écrivains. Résultat, plusieurs de ses œuvres sont interdites. Ses pièces ne sont plus jouées et ses romans sont censurés. Ses relations avec les institutions théâtrales ont été très conflictuelles. Censuré, surveillé, souvent désavoué, Bulgakov a souffert de cette tension permanente entre la libre création et le pouvoir politique. Il écrit Le Maître et Marguerite entre 1928 et 1940. Pendant 12 ans, en secret, il va peaufiner ce texte qu'il ne verra jamais publié de son vivant. Il meurt en 1940 et le roman ne sera publié qu'en 1967 et dans une version abrégée. Ce n'est que plus tard qu'on découvrira le texte dans son intégralité. Ce contexte d'interdiction, ce contexte de contrôle et de silence forcé imprègne profondément le roman qu'on découvre ce soir.
Oui, le Maître et Marguerite est clairement imprégné de la critique de la bureaucratie soviétique et d'une société rigide. L'œuvre critique un monde où l'athéisme est imposé. Et surtout, en lisant ce roman, on perçoit la douleur d'un écrivain qui est empêché de s'exprimer. Cet écrivain est le personnage du maître, qui voit son manuscrit refusé, et puis qui finit par se retirer du monde. Et je crois même que ce personnage est directement inspiré de l'expérience de Bulgakov lui-même. Tout commence en fin d'après-midi, à Moscou, dans les années 30. Un directeur de revue littéraire, Berlioz, discute avec un jeune poète sur un banc public. Il parle de religion, de l'histoire, de l'existence de Dieu, ou plutôt de sa non-existence, et ils s'accordent. Le diable n'existe pas, c'est une invention dépassée. Mais à ce moment précis, un homme étrange s'invite dans leur conversation. Il s'agit d'un étranger élégant, mais comme piquant et offensant, avec un accent étranger et un regard troublant. Il écoute leur discours avec amusement, puis il annonce calmement une chose absurde. Berlioz va mourir dans quelques minutes, décapité par une rame de tramway. Et contre toute attente, la prédiction se réalise, de façon aussi absurde que précise. Cette scène d'ouverture donne le ton du roman. Le surnaturel s'immisce dans le quotidien. Le diable marche dans Moscou, et il n'est pas là par hasard. Oui, ce personnage énigmatique, c'est Voland, c'est le diable. Il débarque dans une ville soviétique rationnelle, athée, bureaucratique, et il est accompagné de sa suite inquiétante et absurde. Un chat noir qui parle, un serviteur à la mine sinistre, une femme au pouvoir trouble. À leur contact, la ville se détraque. Des fonctionnaires disparaissent, des billets de banque se transforment en papier, des écrivains sont ridiculisés, des critiques sont internés, mais ce chaos n'est pas gratuit. Il agit comme un révélateur. Voland ne punit pas. En fait, il ne fait qu'exposer. Il met chacun face à sa vérité. Le roman alterne 3 trames principales, apparemment séparées, mais qui entrent en résonance les unes avec les autres. La première trame, c'est l'histoire fantastique à Moscou, où la troupe de Voland perturbe l'ordre établi, dans une société où plus rien n'a de sens, et où l'hôpital psychiatrique devient peu à peu le réceptacle de tous ceux qui croisent le diable. Poètes, directeurs, témoins malchanceux, tous finissent dans ce même lieu d'isolement et d'exclusion, comme si interner était la seule réponse possible face à une vérité que la société refuse de voir. Attardons-nous sur ce point qu'il faut bien saisir. Comme je disais en introduction, dans ce roman, les personnages qui se trouvent internés ne sont pas fous au départ. Ils sont simplement ceux qui ont vu quelque chose qu'ils ne devaient pas avoir, quelque chose de dérangeant et de vrai. Dans ce roman, c'est donc la société elle-même qui rejette la lucidité et tout ce qui ne rentre pas dans ces catégories et lois rationnelles. L'hôpital devient le lieu où on enferme ceux qui perçoivent trop clairement le réel, ou bien simplement ceux qui n'ont pas su ou pas pu détourner le regard. Et donc, dans l'œuvre de Bulgakov, l'hôpital psychiatrique est un espace clos où se retrouvent ce qu'on ne veut plus entendre, ce qu'on ne veut plus croire, ni tolérer. Et ce qui est fort, c'est que paradoxalement, l'hôpital psychiatrique devient l'endroit de la vérité nue, sans artifice. Dans le roman, l'hôpital psychiatrique est donc en ce sens un miroir, mais un miroir inversé, entretenu par une société où les valeurs s'inversent. La lucidité est considérée comme un délire,
le mensonge comme une norme et la folie comme un moyen d'échapper à un monde insensé qui prétend pourtant être rationnel. Le roman pose donc cette hypothèse dérangeante. Finalement, c'est peut-être la société elle-même qui est folle, mais qui appelle folie tout ce qui lui résiste. La deuxième trame, c'est le roman dans le roman. Un récit situé à Jérusalem au 1er siècle et centré sur Ponce Pilate. C'est une relecture du procès de Jésus, mais pas vu comme un récit religieux, mais plutôt comme un drame humain, comme un drame moral. Là aussi, la peur, le doute, la lâcheté et le remords sont au cœur de ce récit. Et le troisième fil narratif, c'est celui du maître et de Marguerite. Le maître est un écrivain brisé, interné lui aussi, et qui a renoncé à tout. Marguerite est une femme encore jeune, mariée mais malheureuse, et qui va tout quitter pour retrouver le maître. Marguerite, c'est peut-être le personnage le plus bouleversant du roman. Elle n'est ni une victime, ni une simple amante accablée par le chagrin. Elle est juste une femme qui aime tellement qu'elle est prête à s'oublier, à renoncer à son identité sociale, à sa réputation, à son confort, et même à pactiser avec le diable. Mais son pacte n'a rien de vulgaire ni d'égoïste. Elle ne pactise pas pour obtenir du pouvoir, ni pour se venger. Elle pactise pour aimer, pour sauver, pour ramener à elle celui qu'elle refuse d'abandonner. Je parle de l'écrivain perdu, je parle du maître. Et à travers ce geste, c'est peut-être elle qui incarne la liberté la plus pure du roman. Mais je ne vous en dis pas plus sur le récit, car ce qui se joue dans cette œuvre ne se raconte pas. C'est un roman qui se découvre, et le lecteur doit traverser par lui-même l'étrangeté et le vertige que ce récit suscite. Et vous savez, dans ce roman, le diable n'est pas celui qu'on attend. Il ne ment pas, il ne séduit pas, il ne pousse pas à la faute, il ne fait que révéler. Il entre dans une société figée, bureaucratique, sûre d'elle-même, et par sa simple présence, il fait tomber les masques. Il expose les lâches, les cupides, les arrogants, et sans jamais forcer personne. Le diable se contente de créer les conditions où chacun montre qui il est vraiment. Le diable, ici, est donc une force de dévoilement. Il fait apparaître ce que la société cherche à cacher. Encore une fois, il ne crée pas le chaos, il ne fait que le révéler. Et c'est aussi ce paradoxe qui fait toute la puissance du roman. Dans un monde où la vérité est étouffée, c'est le diable lui-même qui devient le garant du réel. Derrière le masque du fantastique, Le Maître et Marguerite est un roman qui en dit beaucoup sur le plan psychologique. Le roman met en scène des êtres en tension, des êtres déchirés, à la recherche de vérité, à la recherche de sens et dans un besoin vital de reconstruction. Chacun porte une blessure différente, mais tous cherchent, d'une manière ou d'une autre, à s'en sortir tout en échappant à l'enfermement. Et quand je parle d'enfermement, c'est toutes les sortes d'enfermement, à la fois physique, social, mais aussi psychologique et spirituel. Il y a particulièrement un écrivain qui s'est construit autour d'un projet profond, une œuvre de vie, l'œuvre de sa vie. Mais quand cette œuvre est rejetée, niée, moquée, quelque chose en lui s'effondre. Il perd non seulement l'objet de son travail, mais aussi le sens de sa propre existence. Dans un monde où la valeur d'un individu semble dépendre de sa reconnaissance extérieure, on peut comprendre que le rejet prend la forme d'une mise à mort symbolique. Et donc, cet écrivain se retire, il s'isole, il choisit le silence. Pas par paresse,
ni par caprice, mais parce que le lien au monde lui est devenu insupportable. Psychologiquement, c'est la figure de celui qui s'est tellement identifié à son œuvre qu'en la perdant, il se perd lui-même. Et cette figure-là, aujourd'hui, peut nous être familière. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une femme il y a quelques mois. On se promenait dans un parc et dans la discussion, elle m'a confié qu'on lui avait volé son ordinateur portable il y a peu. Et d'un coup, elle s'est mise à pleurer. En fait, ça faisait 1 an qu'elle écrivait avec cœur et frénésie un roman qui comptait énormément pour elle. Parce que c'était le roman de sa jeune vie. Et elle avait tout perdu. Tout son travail, qu'elle était pourtant prête à finaliser. Puis aussi, de nos jours, combien de personnes sensibles, pourtant créatives et talentueuses, finissent par douter d'elles-mêmes, parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases, et parce qu'on ne leur fait aucune place. Combien renoncent, non par faiblesse, mais par fatigue d'être incompris. Pire, par fatigue de s'exprimer dans l'indifférence d'autrui. Le roman résonne aussi en ce sens. Pour en revenir à l'écrivain, au maître, il y a pourtant en lui quelque chose d'intact. Quelque chose qui continue d'exister malgré l'effondrement. Il reste en lui un élan intérieur que rien, ni l'oubli, ni l'échec ne peut vraiment éteindre. Et c'est peut-être cette flamme qui sauve. Cette certitude intime qu'une vérité ne disparaît jamais complètement et qui mérite de se battre pour elle, jusqu'à ce qu'elle soit entendue et comprise. Il y a ensuite Marguerite qu'il aime. Pas d'un amour raisonnable et mesuré, pas d'un amour socialement acceptable, mais d'un amour absolu, d'un amour qui traverse toutes les limites, tous les rôles et les règles. N'oubliez pas, elle vit dans un monde où tout semble ordonné, confortable et figé. Mais en réalité, elle étouffe. Et au nom de cet amour, elle va transgresser. Elle va franchir les frontières du rationnel et des étiquettes imposées de force par la société. Au nom de cet amour, elle va aller au-delà du permis, au-delà du convenable. Pas pour se détruire, mais pour se retrouver. C'est-à-dire pour renouer avec sa vérité profonde, et non pas celle qu'on veut lui imposer. Elle agit ainsi aussi pour retrouver son amour, le seul lien vivant qui la relie à ce qu'elle ressent de plus authentique. Psychologiquement, Marguerite incarne la force du désir profond et le besoin d'authenticité. Elle nous rappelle aussi qu'à force de renoncement, on peut finir par se perdre et qu'il faut parfois tout quitter pour rester fidèle à ce qu'on est profondément. Aujourd'hui encore, combien de vies bien rangées dissimulent un vide affectif ou spirituel? Combien de personnes aspirent à autre chose sans oser franchir le seuil? Marguerite nous dit qu'il n'y a pas de véritable liberté sans fidélité à soi. Elle nous dit aussi que l'amour, quand il n'est pas domination, mais quand il est un lien vivant et sincère, peut être une voie de transformation, parfois même une voie de salut. Il y a aussi celui qui ne ressemble à personne, celui qui observe, qui intervient, qui perturbe, mais sans jamais mentir. Il n'impose rien, il révèle. Il tend un miroir, souvent cruel, mais parfois juste. Au fond, il ne fait pas le mal. Il laisse juste chacun face à lui-même. Vous l'avez compris, je parle de Volande, le diable qui a débarqué à Moscou. Sur le plan psychologique, il incarne ce qu'on appelle notre ombre, c'est-à-dire la part de nous-mêmes que nous refusons de voir. Il incarne aussi ce que la société rejette, ce que la morale officielle nie ou refuse, mais qui revient toujours, un jour ou l'autre, et souvent au moment où on s'y attend le moins. Ce personnage nous dit que la vérité n'est pas toujours douce et agréable, mais qu'elle est nécessaire. Et sans elle, il n'y a ni justice ni paix véritable. Enfin, il y a celui qui sait ce qui est juste, ce qui est bon, mais qui n'ose pas. Celui qui cède à la peur, celui qui cède au pouvoir, celui qui cède au regard des autres,
celui qui se tait alors qu'il devrait parler, celui qui accepte alors qu'il devrait résister. Et cette faute-là le hante. Je parle de Ponce Pilate. Dans ce roman, Ponce Pilate est la figure de la culpabilité. Il est l'incarnation de cette voix intérieure qui ne s'éteint jamais. Pas celle du remords passager, mais celle du silence qui ronge. Aujourd'hui encore, on retrouve cette figure chez celui qui assiste à une injustice sans intervenir. Chez celui qui renonce à défendre ses convictions pour ne pas perdre sa place. Et chez celui qui un jour n'a pas eu le courage d'agir selon sa conscience, mais qui vit ensuite dans une scission intérieure qu'il endure. Mais ce personnage de Ponce Pilate montre aussi autre chose dans le roman. Que la faute n'est pas toujours définitive et que la rédemption est possible, mais à condition de ne plus fuir, à condition de regarder sa faute en face et de l'assumer, à condition de comprendre pour apprendre de sa faute. Et parfois, il suffit qu'un autre, qu'il s'agisse d'un ami, d'un proche ou même d'un inconnu, pose sur nous un regard de compréhension pour que la libération devienne possible. Ce roman, même s'il semble étrange, parle en réalité de ce que nous vivons tous. Il nous montre qu'on peut perdre qui on est, qu'on peut être brisé, perdu, mais qu'on peut aussi se relever et retrouver peu à peu ce qui nous fait tenir debout. Il nous montre aussi que l'amour peut être plus fort que la peur, que nos zones d'ombre doivent être regardées en face, et que notre conscience, même quand on essaye de la faire taire, finit toujours par revenir, prête à parler. Il nous rappelle que ce qui est vivant en nous finit toujours par vouloir s'exprimer, comme notre vérité intérieure, qu'on cherche parfois à enfouir, mais qui reste là, intacte, en attente, prête à reprendre sa place. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir et lire ce roman. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.